Bonjour à tous. Euh, donc on va commencer ce webinaire. Donc on va partager notre écran. Donc avec tous les aléas climatiques que l'on connaît, donc notamment le gel. Donc effectivement, ça va avoir pas mal d'importance sur la qualité de la future vendange. Et ce qui ressort de façon assez homogène et de façon assez fréquente, quel que soit le bassin viticole, c'est l'hétérogénéité de la vendange. Donc il se trouve qu'il va y avoir une hétérogénéité au niveau des maturités qui va être relativement importante sur tous les bassins viticoles. Donc, c'est pour cette raison qu'on s'est plutôt focalisé sur cette partie-là lors de ce webinaire. Donc, l'idée, c'est de rebrasser, on va dire très rapidement, de façon succincte, les aléas climatiques qui ont eu lieu, leur impact sur la qualité de la vendange, et notamment sur l'hétérogénéité de la maturité. Quelles sont les problématiques qui sont associées à cette hétérogénéité de la maturité? Et enfin, on essaiera de donner des solutions et des concepts pour pallier à ces problématiques, essayer de produire des bons vins, donc des vins de qualité. Donc, je serai accompagné du coup par Guillaume Desports, qui travaille chez La Motabier, donc qui est responsable de gamme élevage et stabilisation. Donc, c'est une présentation qui va durer entre 30 et 35 minutes si tout va bien. Et donc, avant de commencer, on voulait vous parler et vous dire un petit mot au niveau des évolutions réglementaires, au niveau des produits œnologiques, puisque effectivement, il y a eu quelques changements ces dernières années et il risque d'y avoir quelques changements en fin d'année également. Donc, très succinctement, pour rappel, à l'époque, il y avait deux instances réglementaires. Il y avait la réglementation européenne d'un côté et l'OIV, qui est la réglementation, on va dire, internationale, une organisation internationale. Et depuis peu, c'est-à-dire fin 2019, elles ont décidé de scinder, donc de fusionner tous les deux. Et pour autant, il y avait des différences au niveau des nomenclatures, ce qui a fait qu'on a pu avoir quelques disparités finalement, et notamment sur certaines applications. Donc, c'est le cas de la CMC sur rosé, par exemple, où à l'époque, la CMC était autorisée sur rosé. Lorsqu'il y a eu la fusion, elle n'était plus autorisée et elle devrait être réautorisée par la suite, notamment en fin d'année. C'était la même chose sur la PVP pendant la fermentation alcoolique et deux pratiques aussi en parallèle avec normalement l'autorisation des autolysats de levure sur vin fini lors de la fin d'année, à cette fin d'année, puisque aujourd'hui, les autolysats de levure sont uniquement autorisés pendant la fermentation alcoolique comme activateurs de la fermentation. En termes d'autres applications également, les tanins. Donc aujourd'hui, les tanins sont seulement autorisés pour la partie clarification en tant qu'agent de collage. Et donc, il va y avoir d'autres ouvertures au niveau de leur application, notamment au niveau de la stabilisation de la couleur et des impacts antioxydants. Donc, sur ces quatre applications-là, ce qui va se passer, c'est qu'en août, il y a une commission qui va se réunir et qui va pouvoir adopter ces évolutions réglementaires. Donc, à partir du moment où il y a eu cette adoption, par la suite, en août, il va y avoir 2 mois de consultation, donc 2 mois sur lesquels les gens peuvent revenir dessus. Normalement, ils ne devraient pas revenir dessus, et de ce fait, on devrait avoir une validation finale qui devrait voir le jour en octobre et novembre. Donc, ce qui veut dire qu'en octobre et novembre, normalement, la CMC devrait être réautorisée sur rosé, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est le bisulfite qui n'est plus autorisé pour le NOP. Donc le NOP qui est l'équivalent du bio aux États-Unis. Donc aujourd'hui, seul l'anhydride sulfureux et le métabisulfite de potassium sont autorisés. Et donc la date effective de ce changement, c'est le 30 juin 2021, donc il y a 2 jours en fait. Donc, ce qui fait que, par exemple, dans notre gamme, aujourd'hui, seul le sulfisol 6% en solution sulfureuse est autorisé. Après, chose à prendre en compte aussi, c'est des produits qui généralement détitrent plus rapidement, qui ont un temps de vie, on va dire, plus court. Donc, la DLUO est de 6 mois, donc faire attention au niveau logistique et en termes d'appro par rapport à ça. Donc voilà, ça c'était juste le petit point au niveau des évolutions réglementaires. Je vais laisser la main à Guillaume désormais, qui va vous parler des conditions du millésime de cette année. Voilà. Donc, je vais rapidement vous présenter les conditions du millésime 2021 et l'état actuel. Donc, on a démarré cette année avec pas mal de douceur en fin d'hiver, avec un débourrement précoce de la vigne, et notamment dans les vignobles au sud de la Loire. On avait quasiment 2 semaines d'avance par rapport aux moyennes annuelles. Et finalement, on a eu un coup de gel assez malheureux au début du printemps qui a impacté une bonne partie de la France, et donc du coup qui a entraîné pas mal de débourrements décalés, on va dire, et une baisse notable des nombres d'inflorescences. Donc on peut s'attendre quand même à une baisse de rendement cette année, même si certains phénomènes de compensation au niveau de la vigne peuvent venir équilibrer ce manque de volume.
Suite à ça, on a eu mi-juin un épisode de grêle qui a traversé toute la France et qui a impacté principalement le Minervois, Vouvray et puis les vignobles de l'Aube, et laissant des baies fragilisées, peut-être plus sensibles aussi à la pourriture. Enfin, depuis, on a des précipitations qui sont assez abondantes, assez régulières, ce qui favoriserait le développement du mildiou et de l'oïdium dans le vignoble. Donc, il faudra faire très attention en termes de protection au vignoble. On rapporte aussi dans les vignobles du sud de la France et de Bordeaux un petit peu de coulure et de millérandage. Donc, on s'attend un petit peu encore à une baisse de rendement. Donc, 2021 s'annonce comme un millésime technique avec pas mal d'enjeux, des enjeux sur l'hétérogénéité qu'il faudra maîtriser tout au long de l'année et qui impliquera très certainement un manque de maturité au niveau des raisins. Il y a aussi un enjeu de fongique au niveau du vignoble, mais cela donc pourra être maîtrisé avec une bonne gestion des traitements. Donc, je vais rapidement passer sur les enjeux de la pourriture. Donc, parce qu'il est encore un peu tôt pour en parler, mais évidemment, il faut être bien conscient des différentes problématiques et des conséquences que cela implique. Donc, première problématique, ça va être la casse oxydasique avec une perte de couleur due à l'action de la casse du botrytis sur la matière colorante. On peut avoir aussi des carences azotées, et donc ce qui entraînera des fermentations difficiles et peut-être des fermentations languissantes. Donc, être bien attentif sur la nutrition azotée à ce niveau-là. Ensuite, on aura des risques de contamination annexes, notamment après les épisodes de grêle et surtout s'il y a un peu de botrytis en fin de saison, on peut avoir la contamination par des micro-organismes annexes type Brettanomyces ou Penicillium, amenant des faux goûts type phénol volatile ou moisitéreux. Et enfin, les glucanes du botrytis pourraient amener quelques problèmes de clarification et de filtration. Donc là aussi, être bien attentif si on a une vendange présentant de la pourriture, savoir adapter ses outils. Donc on va plutôt se concentrer sur les enjeux qui semblent être les plus importants sur 2021, qui sont l'hétérogénéité et le manque de maturité. Donc l'hétérogénéité d'abord, hein, on en a entendu parler. On a pas mal de décalage du débourrage du au gel, ce qui veut dire qu'on avait pas mal d'hétérogénéité au sein de la parcelle et au sein même d'une souche. On a entendu parler de quasiment 2 semaines de décalage entre deux grappes au sein même d'une souche, donc ça peut être très important. Donc il est important d'assurer un bon état sanitaire tout au long du développement du végétal et jusqu'à la véraison de ces grappes secondaires. Donc peut-être étendre un petit peu le calendrier de traitement. Donc pour ceux qui en auront l'occasion, il faudra et l'opportunité, il faudra certainement réaliser un peu de sélection parcellaire précoce pour bien anticiper l'hétérogénéité au vignoble et puis peut-être rééquilibrer par des vendanges en verre si nécessaire l'hétérogénéité, évidemment si les volumes sont suffisants. Donc, cette hétérogénéité va potentiellement amener un manque de maturité au niveau des raisins, parce qu'on avait de l'avance, mais du coup, à cause du débourrage tardif des grappes, on va peut-être avoir un manque de maturité. Donc, ça se traduirait par une faible extractibilité des jus et donc des rendements plus faibles. On pourrait avoir aussi un petit peu de verdeur, donc une maturité plus faible, hein, une maturité phénolique plus faible, un manque de couleur, des notes végétales, et peut-être une amertume marquée et un manque de volume en bouche. Et puis finalement, certainement des problèmes de clarification et de filtrabilité dus à une présence de pectine un petit peu plus importante qu'à l'habitude, du fait du manque de maturité. Donc, ce qui est important sur ce millésime, c'est d'être bien conscient des enjeux et donc de bien comprendre comment s'adapter à ces différents problèmes et à l'enjeu de la vendange hétérogène. Voilà, donc en pilotant évidemment la date de vendange d'une manière très précise, réaliser plus de contrôle maturité et peut-être s'appuyer sur les tests de Glory pour évaluer la maturité phénolique. Il faudra trier la vendange, écarter peut-être les baies les plus vertes et rafler les grappes pour ne pas amener trop de verdeur dans les mous. Et on peut aussi utiliser des enzymes d'extraction pour faciliter le pressurage et optimiser les volumes sans non plus trop extraire.
Il faudra favoriser la stabilisation de la couleur, surtout si on en manque un petit peu. Limiter l'extraction en fin de fermentation alcoolique pour ne pas accentuer l'astringence, et surtout éviter d'extraire trop de tanins de pépins en fin de fermentation alcoolique. Et enfin, adapter ces outils pendant la fermentation alcoolique et l'élevage pour équilibrer le volume en bouche. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les différents outils que la Motabier met à la disposition des vinificateurs pour justement gérer la maturité et le volume en bouche au niveau des extractions et de la fermentation. Donc, je vais laisser Arnaud présenter ces outils. Tu le veux bien? Oui, c'est parti. Donc, effectivement, sur ce type de vendange en sous-maturité, finalement, Guillaume l'a bien expliqué, il y a 3 paramètres sur lesquels on va devoir particulièrement bien travailler. Ça va être sur la couleur, donc faire en sorte d'avoir une bonne extraction de la couleur pour justement avoir une intensité colorante qui soit suffisamment importante, puisque c'est signe de qualité, les vins rouges. Également, travailler sur le fruité, puisqu'on peut avoir l'apparition de notes de verdeur, de notes végétales. Donc, l'idée, ça va être de booster le fruité des vins pour essayer de masquer finalement ces aromatiques qui sont préjudiciables au vin. Et travailler également sur la bouche. Donc, généralement, sur ce type de matrice, on a des creux de bouche, notamment en milieu de bouche. Donc, l'idée, ça va être de trouver des solutions qui vont nous permettre de travailler le volume. Donc, de façon générale, de toute façon, sur ces types de vendanges, et notamment en sous-maturité, l'idée, ça va être de travailler en amont, en fait, et notamment sur les aspects de la fermentation alcoolique, pour essayer de pallier à tous ces défauts-là, pour éviter de les retrouver pendant l'élevage. Donc ça, c'est notamment très important au niveau des vins à rotation rapide, et c'est notamment important même pour les vins d'élevage, puisque le fait de travailler le plus en amont, ça permettra de moins travailler en aval par la suite. Donc, un des premiers points sur lequel il va falloir être très vigilant, c'est au niveau de l'extraction. Donc, Guillaume l'a mentionné, sur des vendanges en sous-maturité, généralement, on a des pellicules qui vont être plus épaisses, une présence de pectine qui va être plus importante, et ce qui implique qu'on va avoir une extractibilité de la couleur qui va être amoindrie finalement. Et pour autant, on a la nécessité d'aller chercher cette couleur. Donc, pour ce faire, on a différentes solutions qui s'offrent à nous. Donc, effectivement, on a les opérations mécaniques, donc tout ce qui est délestage, pigeage et remontage. Donc ça va être intéressant d'un point de vue extraction de la couleur. Mais le problème, c'est que si l'on va trop loin, on peut également extraire des tanins réactifs, astringents, des tanins verts, qui vont apporter une certaine amertume, une certaine astringence et une certaine verdeur, finalement, au niveau des vins. Donc, sur ces aspects mécaniques, ce que l'on recommande, c'est plutôt de travailler au tout début de la fermentation alcoolique et très rapidement arrêter de travailler les raisins pour éviter justement d'avoir ces écueils. D'autant plus que plus on va avancer dans la fermentation alcoolique, plus on va avoir la présence d'alcool et plus on va avoir une extraction plus importante des tanins. Donc, plutôt favoriser au début de la fermentation les opérations mécaniques. Après, il y a une autre solution qui s'offre à nous, ça va être la thermovinification, donc le fait de chauffer de façon importante les mous. Ça, c'est intéressant puisque ça va nous permettre d'extraire une bonne partie de la couleur, puisqu'on va venir éclater les baies, entre guillemets. Donc, une extractibilité qui va être importante de la couleur. Ça va être intéressant aussi d'un point de vue aromatique, puisqu'on va venir dénaturer les molécules qui sont responsables des notes végétales, donc notamment les molécules pyrasiques. Mais pour autant, ce n'est pas forcément adapté à tous les types de structures. Mais sur des vendanges en sous-maturité ou en surmaturité qui sont à la limite du pourri, voire pourri, c'est une solution qui est très pertinente. Une autre solution, ça peut être l'utilisation d'enzymes d'extraction qui vont permettre justement d'aller extraire cette couleur en limitant les actions mécaniques. Donc ça, c'est une notion que l'on avait déjà abordée lors d'un précédent webinaire qui traitait de l'extraction et de la stabilisation de la matière colorante. Mais on va faire un bref rappel là-dessus. Donc, si on prend la coupe du raisin sur la gauche, on se rend compte qu'on a des parois cellulaires fragiles au niveau de la pulpe et que lorsqu'on arrive à la pellicule, on va avoir des parois cellulaires qui vont être de plus en plus résistantes et de plus en plus larges. Et ce que l'on sait, c'est que tous les polyphénols d'intérêt, notamment les anthocyanes, donc qui sont responsables de la couleur des vins rouges, sont présents dans cette pellicule. Donc, même si on est en sous-maturité, on a la nécessité d'aller chercher cette couleur pour présenter un vin plutôt de qualité. Donc là, ici, l'idée d'utiliser une enzyme d'extraction, c'est qu'on va venir extraire cette matière colorante dans la pellicule, mais de façon plus douce. Et de ce fait, on va limiter les actions mécaniques et donc limiter l'extraction des tanins réactifs et astringents. Donc, comment ça fonctionne? On peut voir justement l'impact d'une enzyme d'extraction via le test de coloration de Schiff, qui met en évidence la présence de polysaccharides dans les parois cellulaires.
Donc, lorsqu'il y a une bonne présence de polysaccharides, il y a une coloration rose qui se fait. Donc ici, on a le témoin en haut, donc là où il n'y a plus d'utilisation d'enzyme. Juste en dessous, il y a eu l'utilisation d'une enzyme classique, donc une pectinase plutôt axée sur la clarification. Là, on peut voir qu'on a eu une hydrolyse assez sélective des parois cellulaires. C'est-à-dire qu'elle a été assez efficace pour venir hydrolyser les parois cellulaires fragiles de la pulpe. Mais dès lors qu'on arrive aux parois plus résistantes de la pellicule, elle n'a pas eu les outils pour venir casser ces parois cellulaires résistantes. Et de ce fait, on peut supposer qu'on a une extraction plus limitée de la matière colorante ici. Et lorsqu'on va utiliser une enzyme plus complexe, on va dire, avec un spectre enzymatique plus large, notamment des activités de macération, on se rend compte qu'on a une hydrolyse beaucoup plus complète. Donc, à la fois au niveau de la pulpe et à la fois au niveau de la pellicule. Donc, dans ce cas précis, on peut supposer qu'on a eu une extraction plutôt importante de tout ce qui est matière colorante et également polyphénol d'intérêt. Donc, effectivement, c'est un des avantages des enzymes d'extraction, c'est qu'on va jouer à la fois sur la couleur, également sur les rendements et également sur la teneur en polysaccharides, qui sont des molécules qui peuvent être très intéressantes justement sur ce type de millésime qui vont être très compliqués. Donc, pour rappel, au niveau de la structure de la pectine, donc qui compose les parois cellulaires des raisins, on va avoir la trame principale, donc la trame pectique, qui sont composées par des homogalacturonanes. Donc, c'est un enchaînement d'acides galacturoniques sur lequel vont venir s'agréger d'autres molécules, d'autres familles de polysaccharides. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est notamment les RG2, donc les rhamnogalacturonanes de type 2, puisqu'ils ont la capacité de stabiliser la matière colorante pendant la fermentation alcoolique. Donc, on va voir sur quels aspects on peut s'appuyer dans la prochaine diapositive. Et il y a également d'autres familles de polysaccharides que l'on appelle les PRAG, donc qui sont des polysaccharides riches en arabinose et galactose, qui sont des molécules, on va dire, de taille moyenne à grande, et de ce fait, qui ont un impact très négatif sur la filtrabilité. Donc, au-delà d'aller chercher de la couleur et des polyphénols d'intérêt en évitant d'aller trop triturer notre vendange, l'idée, c'est également d'aller libérer plus de RG2, donc pour mieux stabiliser la matière colorante, et d'hydrolyser une bonne partie des PRAG pour favoriser une meilleure filtrabilité par la suite. Donc, au niveau des RG2, comment cela fonctionne? C'est tout simplement des interactions tanin-polysaccharides. C'est-à-dire qu'à la base, dans notre mou en fermentation, on va avoir des tanins donc, qui peuvent réagir ensemble via des interactions hydrophobes pour former des colloïdes tanniques. Donc, ça va former des particules assez importantes. Et le problème, c'est que lorsqu'on a des tailles de particules qui deviennent trop importantes, elles peuvent précipiter par la suite. Et donc, on peut avoir une perte en polyphénol et une perte finalement en couleur. Donc, l'idée d'avoir des RG2 dans notre milieu, c'est que ces polysaccharides vont venir s'agréger autour de ces colloïdes tanniques et former un complexe stable et coloré. Et donc, de ce fait, on aura une meilleure stabilisation de la matière colorante pendant la fermentation alcoolique. L'autre effet qui peut être très bénéfique, et notamment sur ce type de vendange, c'est que ces polysaccharides vont jouer un rôle tampon entre les tanins et les protéines salivaires. Et de ce fait, on aura une perception de volume en bouche qui sera beaucoup plus importante. Donc, nous, en interne, on a une solution pour ça. Ça s'appelle la Vinozyme Vintage FCE. Donc, c'est une enzyme granulée pour les rouges de garde. Et donc, il y avait eu des travaux qui avaient été initiés à la fin des années 2000, donc en 2009 par Marie-Agnès Ducasse, dont l'objet était de voir l'impact d'une enzyme d'extraction, et notamment de la Vinozyme Vintage, sur le contenu en polyphénol et polysaccharides des vins rouges. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que systématiquement, lorsqu'on utilise ce type d'enzyme, on va avoir une présence en RG2 qui va être plus importante, donc ce qui va être positif en termes de stabilité de la matière colorante, également positif en termes de dégustation, de volume en bouche, et d'autre part, une diminution des PRAG, donc ce qui va être très positif en termes d'amélioration de la filtrabilité des vins. Et donc, l'intérêt de la Vinozyme Vintage, c'est qu'elle a des activités rhamnogalacturonases, puisque c'est un mix entre des Aspergillus niger, qui vont être plutôt des activités clarifiantes, et également des Aspergillus aculeatus, qui ont plutôt des propriétés macérantes, et donc notamment un rhamnogalacturonase. Donc, c'est pour cette raison qu'on a des résultats aussi significatifs. Donc, on a continué à travailler dessus. Donc, effectivement, on a fait des essais dans notre centre expérimental, juste à côté de Bordeaux, sur du Cabernet Sauvignon en 2019. Et donc, on a pris exactement la même matrice de raisin qu'on a répartie selon 3 modalités. Une modalité témoin où on n'a pas ajouté d'enzyme, une modalité avec l'enzyme X, qui était une enzyme de clarification, de macération liquide non purifiée, et la Vinozyme Vintage à hauteur de 3 grammes par hecto.
Donc, ce dont on se rend compte via des analyses chromatiques à la fin des fermentations alcooliques, c'est qu'on avait plus de 12% de couleur comparé aux témoins. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que ça a surtout impacté la DO520, donc qui représente la couleur rouge. Donc ça, c'est le premier point. On peut supposer que grâce aux activités macérantes, et notamment au niveau de la rhamnogalacturonase, on a pu venir extraire plus de ces anthocyanes et mieux les stabiliser pendant la fermentation alcoolique. Et ça se retrouve également sur l'IPT. Et donc là aussi, on peut faire le lien avec les rhamnogalacturonases qui ont permis de mieux stabiliser les complexes tannins polysaccharides. Chose importante à prendre aussi en termes d'utilisation des tannins, donc là on va un petit peu plus loin dans le process, mais c'était pertinent de le mentionner, c'est que lorsqu'on va utiliser des enzymes, on va venir hydrolyser les pectines, hydrolyser également tout ce qui est hémicellulose et cellulose. Et ça c'est très important, et notamment sur ce type de millésime en sous-maturité, où on va avoir des matrices pectiques beaucoup plus importantes. Donc de ce fait, lorsqu'on utilise des enzymes d'extraction en amont, on va généralement avoir des vins qui vont être plus limpides à la fin des fermentations et des meilleures filtrabilités. Donc ça se retrouve au niveau de la NTU et donc au niveau des CFLA, donc qui est un critère de filtrabilité Lamotabier qu'on a mis en place il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc effectivement, aujourd'hui sur le terrain, on a de plus en plus de retours sur des vins de plus en plus compliqués à filtrer. Et lorsqu'on met le doigt dessus et qu'on gratte un petit peu, généralement, il y a eu assez peu d'utilisation d'enzymes en amont, voire pas du tout. Donc, ce qui montre bien que finalement, la pectine, étant un élément qui est propre au raisin, si on ne l'hydrolyse pas en amont, ben, elle restera présente finalement sur le vin et ça entraînera des problèmes de clarification et de filtrabilité. Donc, sur des vins assez problématiques, on peut retrouver de la pectine derrière. Et c'est ce qui implique justement les problèmes de filtrabilité. Donc, voilà pour la partie extraction. Donc, bien gérer son extraction et notamment l'utilisation d'enzymes d'extraction va nous permettre justement d'améliorer la couleur des vins et d'améliorer aussi la bouche, justement via les interactions tannin-polysaccharides qu'on a pu voir précédemment. Si on va un petit peu plus loin dans le process, effectivement, il y a la fermentation aussi qui est très important à prendre en compte, et notamment la levure de fermentation, puisque autant sur les blancs et sur les rosés, c'est assez bien dans les têtes que ça a un impact très important au niveau organoleptique, notamment au niveau aromatique, autant sur les rouges, c'est pas aussi bien connu. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en utilisant n'importe quelle levure de fermentation, on aura exactement les mêmes résultats au niveau organoleptique. Donc, ce qui n'est pas vrai, c'est-à-dire que nous, on a pu faire des essais, pas mal d'essais comparatifs, et entre une Baianus ou une XR de notre gamme, on n'aura pas du tout les mêmes rendus organoleptiques. Donc nous, sur ce type de matrice, sur des vendanges en sous-maturité, on aurait plutôt tendance à préconiser l'excellence XR, donc qui est une levure qui fait partie de notre gamme depuis 20 ans, qui est un petit peu notre porte-drapeau chez Lamotabier. Donc c'est la première levure qui est issue du breeding qu'on a commercialisée. Et à ce titre, elle présente une très bonne résistance à des conditions difficiles, donc notamment à des TAVP très importants, donc jusqu'à 17 degrés. Ce qui est important à prendre en compte aussi, c'est qu'elle a des besoins assez faibles en azote, et ça, c'est à mettre en lien justement avec le potentiel carence qu'on pourrait avoir sur ce millésime-là. Faible production d'acides gras inhibiteurs, donc au niveau du déclenchement de la FML, il est plutôt favorisé. Et ce qui est intéressant en termes de profil organoleptique, c'est que c'est une levure qui stresse très peu. Et de ce fait, on va avoir une faible production d'acides gras, de composés soufrénoséabons, d'acidité volatile aussi. Donc, on va avoir une perception du fruité qui va être plus importante. Chose importante également, c'est que c'est une levure qui va s'autolyser très rapidement. Et de ce fait, on va avoir un relargage en polysaccharides qui va être très rapide et qui va nous permettre d'avoir un volume en bouche très important dès la fin des fermentations et qui va avoir un rôle aussi en termes de fixation de la couleur au niveau des anthocyanes libres du milieu. Donc ça, on va le voir un petit peu plus tard. L'année dernière, on a refait des essais justement par rapport à la XR sur des matrices qui sont plutôt compliquées à fermenter, notamment sur de hauts degrés. Donc on a pu faire des essais sur des vins de Toro en Espagne, également sur de l'Amarone en Italie. Et donc ce qu'on a pu voir, c'est que au-delà de sa bonne résistance en termes fermentaires, il y avait aussi un très bon impact au niveau organoleptique. C'est-à-dire que certains œnologues, mais par peur d'arrêt de fermentation, partent plutôt sur des levures très fermenteuses à haut degré, en mettant un petit peu de côté la partie organoleptique. Et via ces essais-là, on s'est rendu compte qu'une levure comme la XR, jusqu'au bout des fermentations, et aussi un bon impact sur la partie organoleptique. Donc ça se retrouve ici, notamment en termes de net aromatique, donc par le fait que c'est une levure qui stresse assez peu, et encore une fois qui va produire assez peu d'acidité volatile et de composés soufrénoséabons, une bonne intensité olfactive,
et également, ce qu'on peut noter, un bon volume en bouche, donc un bon gras, ce qui est à mettre justement en avant sur ce type de millésime où on va avoir justement des creux de bouche. Sur la partie couleur également, la levure peut avoir un impact aussi au niveau de la stabilisation de la couleur. Donc ça, c'est un essai qui avait été fait en Australie il y a 2 ans, dans la région des Adelaide Hills, sur du Cabernet Sauvignon. On avait fait un essai comparatif entre la XR et la levure qui était classiquement utilisée par la cave. Et donc, effectivement, on avait des différences qui étaient très significatives. Donc là, c'est un essai qui est un peu extrême, c'est-à-dire que le distributeur là-bas nous a fait remonter pas mal d'essais. Donc là, c'est un des essais les plus extrêmes qu'il ait pu voir en termes de différence de couleur. Mais systématiquement, lorsqu'on fait des essais comparatifs, on a des tendances. Et cette meilleure stabilisation de la couleur, on l'explique par le fait que la levure s'autolisant très rapidement, il y a une teneur en polysaccharides qui va être plus importante. Et de ce fait, on va avoir une meilleure stabilisation de cette matière colorante dès la fermentation alcoolique. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Donc finalement, si on doit faire un petit récapitulatif sur la partie fermentaire, sur l'excellence XR. Donc, elle va permettre de mieux stabiliser la couleur, d'aller chercher plus de fruité puisque c'est une levure qui stresse peu, et un bon impact sur la bouche également par l'autolyse de cette levure et donc le relargage de polysaccharides. On va arriver sur la partie nutrition, donc on va l'aborder de façon assez succincte puisqu'on a déjà fait un webinaire il y a 2 semaines sur la partie de la gestion de la nutrition azotée. On voyait qu'au-delà de l'importance d'avoir une bonne stratégie pour la cinétique de fermentation, il y avait aussi d'autres bénéfices qui étaient associés, notamment au niveau du profil organoleptique. Donc effectivement, lorsqu'on va avoir un mou qui va être carencé en azote, généralement, on va avoir l'émergence de composés soufrénoséabonds, donc notamment d'H2S. On va avoir également l'émergence potentiellement d'acidité volatile et d'alcool supérieur. Donc l'idée ici, lorsqu'on va utiliser des levures inactivées riches en acides aminés, donc pour la nutrition de la levure pendant la fermentation alcoolique, c'est qu'on va avoir une certaine netteté aromatique par la suite et qu'on va mettre en avant le fruité et également la bouche grâce aux parois cellulaires. Donc généralement, on a un meilleur volume en bouche par la suite. Donc ça, c'est des choses qui ont été abordées dans le webinaire il y a 2 semaines. Si on va aller plus loin et notamment travailler sur le fruité, donc essayer de booster le fruité pour justement diminuer et masquer les notes végétales et les notes de verdeur, on peut utiliser également des solutions qui vont permettre de booster l'aromatique des vins rouges et notamment les esters. Donc on sait que dans la voie de formation des esters, il y a 2 voies. La voie carbonée à partir des sucres, ici, qui se transforme par la suite en acide gras, qui se transforme par la suite en ester. Et de l'autre côté, la voie azotée à partir des acides aminés, qui se transforment en alcool supérieur et par la suite en ester. Donc, effectivement, la levure de fermentation va être très importante à prendre en compte, donc plutôt favoriser une levure estérifiante. Donc, dans notre gamme, ça va être l'excellence DS qui va permettre justement d'avoir plus de fruité type ester. Donc, on va pouvoir apporter également des substrats pour venir justement booster la production de ces esters et donc masquer les notes végétales et les notes de verdeur. Donc, dans notre gamme, on a OptiEster, donc, qui sont des levures inactivées riches en ergostérol, donc en acide gras et également en acides aminés, pour venir stimuler la révélation des arômes fermentaires. Donc, cet essai-là, sur la droite, le graphique c'est un essai qui a été fait il y a quelques années, et donc des résultats de dégustation qui nous ont été transmis par les œnologues qui ont suivi l'essai. On s'est rendu compte qu'on avait plus de longueur, une meilleure intensité aromatique, une diminution du végétal aussi, et plus de sucrosité. Donc, la partie nutrition va être très importante à prendre en compte sur la partie fruitée, donc netteté aromatique, et sur la partie bouche également, grâce aux parois levuriennes. Également le bois, qui est à prendre en compte, notamment pour atténuer la verdeur, donc bois pour l'œnologie. Donc, sur ces vendanges en sous-maturité, on peut avoir différents types de problématiques. D'une part, on peut avoir des potentiels tanniques qui sont relativement faibles. Donc, l'idée, ça va être de gagner en structure. Donc, ici, on peut recommander l'utilisation de granulars œnofraîches, qui sont des bois non chauffés, pour justement venir restructurer le vin, restructurer la matrice. On peut avoir un second cas avec combler le creux en milieu de bouche, plus baisser le végétal. Donc là, on va partir sur des copeaux un peu plus toastés. Donc, d'une part, pour justement apporter un petit peu d'aromatique pour baisser le végétal, venir le masquer, et également apporter un peu plus de sucrosité, un peu plus de volume en bouche pour venir le combler. Donc ça, faire attention aussi au niveau des dosages, c'est-à-dire que sur des matrices en sous-maturité, les bois peuvent marquer très rapidement. Donc nous, on recommande une dose de 2 grammes par litre maximum. Donc après, à moduler selon les matrices, mais vraiment faire attention à ce dosage-là.
Et dans le cas où on veut mûrir le fruit et gagner en sucrosité, dans ce cas-là, on va partir sur des bois encore plus toastés, donc sur du médium en FR et médium US, justement pour apporter ces notes un peu plus sucrantes, un peu plus gourmandes, pour venir mûrir le fruit une nouvelle fois et venir gagner en sucrosité. Donc, on a mis en évidence que les bois sont assez importants pour la partie fruitée, pour la partie bouche. On n'a pas mis en évidence sur la partie couleur, dans le sens où on a fait des essais par rapport à ça. On a vu qu'il y avait assez peu de différences significatives lorsqu'on utilisait des bois sur la stabilisation de la couleur. Donc, c'était surtout intéressant sur la partie antioxydante, sur la partie aussi battochrome, c'est-à-dire qu'on va chercher un petit peu plus de spectre bleu notamment, et sur la partie réellement stabilisation de la matière colorante, on se rendait compte que c'était beaucoup plus limité que l'utilisation de tanins spécifiques ou de dérivés de levure riches en polysaccharides. Donc cette partie-là, c'est Guillaume qui va l'animer sur la partie stabilisation, et donc Guillaume, je te laisse la main pour finir la présentation. Merci Arnaud. Donc, je vais principalement parler de ce qui va se passer pendant les FA, parce que pendant les fermentations alcooliques, on l'a vu, il y a deux types de molécules qui peuvent être intéressants pour la stabilisation de la couleur, qui sont les tanins et les polysaccharides, qui globalement vont contribuer à stabiliser les anthocyanes. Le problème, c'est que généralement, dans certains cas, on peut voir un fossé qui se crée entre le moment où on a un maximum d'anthocyanes libres et le moment où apparaissent les tanins et les polysaccharides pendant la FA. Donc, il est opportun d'essayer de stabiliser un maximum de ces anthocyanes libres le plus tôt possible en essayant d'ajouter des tanins et des polysaccharides exogènes en début de FA afin de maximiser la stabilisation de ces anthocyanes libres. Donc, pour parler des tanins d'abord, l'idée c'est qu'on va essayer de sélectionner un tanin qui va être le plus réactif avec les anthocyanes et qui favorisera donc la réaction de condensation de l'éthanal afin de créer des complexes colorés et stables dans le temps et ainsi favoriser une matière colorante stable. Donc, pour sélectionner ces tanins, on a donc mis à contribution notre R&D. On a mis en parallèle différentes solutions de tanins de différentes origines, donc qui sont des solutions claires, on va dire, dans lesquelles on a ajouté en excès de l'éthanal. Et ensuite, on a mesuré l'augmentation du trouble dans ces solutions et on a déduit donc la réactivité de chacun de ces tanins. Donc, c'est comme ça qu'on a sélectionné Softan vinification. Donc, on le voit sur le graphe de droite, c'est le tanin qui a présenté une augmentation de la turbidité la plus rapide et la plus intense. Donc, on a déduit que Softan vinification était le tanin le plus réactif et le plus efficace donc pour créer ces ponts éthanales et ainsi stabiliser de la meilleure manière et la plus rapide la matière colorante. C'est un tanin qu'on a mis en essai depuis quelques années. Donc, on avait commencé par un essai qu'on avait réalisé sur des mous de thermo dans le sud-est de la France, sur des grenaches, et qui avait mis en évidence qu'il était plus opportun d'ajouter ce tanin en début de fermentation, donc à J+1, plutôt qu'à D-30, parce qu'on suppose que pendant le premier tiers de la fermentation, la levure va produire de l'éthanal. Donc, on va pouvoir jouir de cette quantité d'éthanal pour créer justement ces matières, enfin, on va dire ces ponts éthanal entre les tanins et les anthocyanes. Donc ici, ce qu'on vous présente, c'est un essai qu'on a réalisé à Bordeaux en 2019 sur des mous de thermo, où on a deux modalités, un témoin et une modalité avec 30 grammes par hecto de Softan vinification ajouté à J+1. Donc c'est la modalité Softan. On l'a répété une première fois pour s'assurer des résultats. Donc tout de suite, quand on regarde les graphes de l'évolution de l'intensité colorante, post-FA, on voit une nette différence. Donc sur le témoin, on est environ à 8, alors qu'après, avec l'utilisation de Softan V à J+1, on est plutôt à des niveaux 13, 13,5. Donc là, c'est vraiment
très caractéristique. Puis en plus de ça, l'avantage d'avoir fait un doublon, c'est que on peut voir que c'est un essai qui est répétable et donc qui est assez stable d'essai à essai. Quand on regarde d'un point de vue visuel, alors là, on n'a même pas besoin de chiffres, hein. Tout de suite, on voit que le témoin est bien plus clair, bien plus dilué. Quant à la couleur sur l'utilisation Softan, c'est bien plus dense et on sent tout de suite que la couleur est bien mieux soutenue. On le voit d'un point de vue analytique aussi quand on regarde les anthocyanes qui vont du simple au double quand on parle du témoin versus l'essai. Donc là, on a parlé des tanins, mais on peut aussi parler donc des polysaccharides. Il y a plusieurs études, de nombreuses études qui ont montré que les polysaccharides avaient un intérêt donc dans la stabilisation de la couleur. Et donc on a un produit chez Lamotabier qui s'appelle NatureSoft qu'on préconise principalement pour la stabilisation de cette couleur. Donc qui sont des autolysats de levure riches en polysaccharides et qui vont justement permettre, favoriser la stabilisation des anthocyanes tout au long de la fermentation alcoolique. L'avantage aussi, c'est que ces polysaccharides vont apporter un petit peu de rondeur et de sucrosité, donc vont améliorer le volume en bouche. Donc là, typiquement, en fonction de la matrice qu'on va avoir, on va plutôt recommander le tanin ou les polysaccharides pour s'adapter, on va dire, aux différentes problématiques. Si on a une matrice qui est relativement légère en termes de structure, avec pas mal de creux en bouche, on va plutôt aller vers le Softan pour améliorer, en plus de la matière colorante, évidemment, la structure. Et si on a une matrice qui est plutôt structurée déjà, où il y a une bonne structure, ou alors au contraire un petit peu trop, ou un petit peu de verdeur comme il peut y avoir cette année, on va plutôt aller proposer des polysaccharides, donc NatureSoft, pour aussi travailler un petit peu sur le volume en bouche et la sucrosité. Donc juste pour faire un bilan de ce qu'on s'est dit, le plan d'action pour une vendange hétérogène, on va d'abord travailler à la réception de vendange en favorisant l'extraction, utilisant des enzymes d'extraction type Vinozyme Vintage FCE. Donc les enzymes d'extraction sont autorisées en bio-NOP, mais attention, parce que c'est uniquement pour la clarification. Au niveau de la fermentation alcoolique, on va favoriser le fruit et la rondeur en utilisant des levures et en adaptant la nutrition, donc levure type Excellence XR. Arnaud l'a bien décrit, et l'opti-ester pour favoriser la production d'ester. Donc là, ces deux produits sont utilisés aussi en bio et NOP. Ensuite, on va atténuer la verdeur en utilisant des bois pour l'œnologie, maximum 2 grammes par litre, avec différents mix, comme on l'a présenté, pour s'adapter aux objectifs et puis au type de matrice. Là aussi, c'est autorisé en bio et NOP. Et puis finalement, évidemment, stabiliser la couleur, surtout si on en a peu, en adaptant le type d'outil à sa matrice. Softan pour des matrices un peu légères avec peu de structure, et NatureSoft dès qu'on a un peu de structure pour travailler plutôt la rondeur. Donc, ce sont des produits qui sont aussi autorisés en bio, hors FML pour NatureSoft. Nous vous remercions pour votre attention et on reste ouvert pour les questions si vous en avez. Je vais arrêter le partage. Donc, vous avez un petit onglet en bas de votre écran Q et R, où vous pouvez poser directement vos questions. Pixar est la meilleure et puis c'est tout, effectivement. Donc, on va attendre un petit peu d'avoir vos questions. Alors qu'on a été très clair. Il y a quelqu'un qui lève la main. Ah, il y a une question qui va arriver là. Je vous ai donné la parole, RS, si vous voulez poser votre question. Oui, allô, bonjour. Bonjour.
Oui, bonjour à vous deux. J'avais une question concernant l'utilisation de la PVPP sur vin rouge à dose relativement élevée, supérieure à 50 grammes hecto, pour essayer un peu d'enrober les presses. Donc à utiliser plutôt sur, une fois la FML déroulée, sur des presses soutirées et relativement propres. Est-ce que vous pouvez un peu… Donc, le but, c'est d'éliminer un petit peu la verdeur et l'astringence des presses, c'est ça? Oui. Mais alors, à proprement parler, nous, effectivement, on essaie de trouver des alternatives à la PVP, à la PVPP aujourd'hui. Mais on a un produit qu'on sort cette année qui s'appelle le Greenfine Express. Donc, comme son nom l'indique, c'est plutôt axé pour les presses. Et effectivement, c'est un mix de différentes matières premières, notamment la protéine de pois. Il y a de la PVPP, de la bento et du kétine-glucan également. Donc, c'est un produit qu'on recommande sur les mous très turbides, donc les mous de presse, notamment tout ce qui est rosé, blanc. Mais on a pu faire aussi des essais sur des rouges, donc notamment des presses du sud-ouest très chargées en polyphénol, avec des instabilités de la matière colorante très, très importantes. Et on s'est rendu compte que c'était assez pertinent. Donc, ça ne répond pas 100% à votre question parce qu'il y a d'autres matières premières dans le Express. Mais pour le coup, on a vu qu'il y avait un impact très positif au niveau de la stabilité de la matière colorante. Donc, on avait des vins qui étaient beaucoup plus stables. Et d'autre part, en termes organoleptiques, on sortait le côté très réactif du vin en apportant une certaine rondeur par la suite. L'idée est de trouver une alternative un peu à la gélatine, où des fois on a un peu des résultats aléatoires, quoi. Ouais, alors ça, c'est quelque chose que l'on a bien constaté aussi, c'est-à-dire que trouver des alternatives à la gélatine, aujourd'hui, c'est très, très compliqué dans le sens où c'est vraiment un des produits qui est le plus réactif, le plus efficace en termes de clarification, de diminution de la turbidité. Et on se rend compte que c'est vraiment matrice dépendant, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir une formulation alternative à la gélatine pour tous les types de vins. En fait, il faudrait adapter une formulation par type de vin. On se rend compte que c'est énormément matrice dépendant, que certaines formulations fonctionnent très bien, mais que les mêmes formulations sur une autre matrice ne fonctionnent pas du tout. Donc, c'est pour cette raison qu'on a du mal en fait à réellement trouver des tendances et réellement formuler des produits alternatifs à la gélatine aujourd'hui. Donc ça, j'avais une dernière question concernant les protéines de pois, donc là plus sur, on va dire, sur les rosés. Savoir si est-ce que les protéines de pois agissent comme la PVPP et la caséine sur la couleur jaune des polyphénols. Alors, oui, c'est-à-dire que ça va agir. Effectivement, aujourd'hui, c'est très utilisé sur les mous de blanc et les mous de rosé. Donc, ça va diminuer la couleur de façon assez importante. Après, pour être tout à fait honnête, ça sera moins efficace qu'une caséine. Sur certaines matrices, ça sera moins efficace que la PVPP également. Donc là aussi, c'est matrice dépendant, mais c'est un très bon impact. Et par contre, ce qu'on a pu voir aussi via nos formulations, c'est que sur des mix de protéines de pois et de PVPP, on avait généralement une bonne synergie entre les deux matières premières et on allait plus loin dans la diminution de la couleur que si on avait pris les matières premières séparées. Donc, soit protéines de pois, soit PVPP. Donc oui, c'est un bon impact, mais encore une fois, ça dépend de la matrice, donc c'est encore une réponse un peu de Normand. Mais en termes de caséine, clairement, on ne va pas aussi loin qu'une caséine. PVPP, ça dépend des matrices. D'accord. Okay. Merci. Pas de souci. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va arrêter ce webinaire en espérant que ça vous a été utile. Et écoutez, d'ici là, on vous souhaite des bonnes vacances et surtout des bonnes vendanges pour la suite. Et on se retrouvera sûrement fin d'année où on risque d'initier d'autres webinaires potentiellement par rapport à l'effet du millésime sur la partie élevage. Donc, bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous.